On vous écoute, Florent Poupard. Merci, bonjour à tous. Je suis effectivement Florent Poupard, je suis psychologue et je travaille à l'université Jean Jaurès. Je remercie Serge Escott et Thierry Darnaud qui n'est pas là, mais c'est par son biais que j'ai pu avoir l'opportunité et le plaisir de venir aujourd'hui faire cette communication devant vous. Donc merci aux organisateurs pour ce gros travail, en plus dans un contexte difficile. Je le sais d'autant mieux que j'organisais un colloque la semaine dernière et que ça n'a pas été une mince affaire avec le blocage de notre université pendant plusieurs mois. Donc c'était pas simple. Bravo à vous pour cette grosse organisation de ce congrès. Je vais donc essayer aujourd'hui de vous parler de la prise en charge familiale en psychiatrie sous l'angle de la paradoxalité. Moi, j'ai travaillé pendant 8-9 ans dans des services de psychiatrie. Et par ailleurs, la notion de paradoxalité m'intéresse, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Je crois que c'est une notion qui, finalement, définit un champ, plus qu'un concept. Je dirais que c'est un champ qui, au départ, a été mis en évidence dans la psychopathologie, dans la psychopathologie de la psychose, dans les perversions, dans les fonctionnements familiaux, et puis aujourd'hui, bien sûr, qu'on utilise aussi pour la compréhension des problématiques institutionnelles. Donc finalement, moi, je ne vais pas vous parler de tout ça, hein, ça ne va pas être une présentation exhaustive de la notion de paradoxalité. Mais disons que c'est à partir de ce champ-là ou de ce prisme-là que je vais essayer de parler de la prise en charge familiale en psychiatrie. Juste un mot peut-être d'abord, parce qu'aujourd'hui je vais dire beaucoup de mal de la psychanalyse. Moi je suis d'orientation psychanalytique. Et donc j'assume ça, mais du coup je m'autorise aussi à avoir un regard critique sur certaines élaborations théoriques de la psychanalyse dont on va essayer de parler un petit peu ce matin. Deux mots d'une expérience personnelle à laquelle j'ai repensé, que j'avais oublié, à laquelle j'ai repensé en préparant cette communication. Au début des années 2000, j'étais étudiant en psychologie à Paris et je faisais mes premiers stages dans les services de psychiatrie parce que très vite j'étais intéressé par la psychiatrie. Pour ceux qui connaissent, j'étais à Esquirol, j'étais à Saint-Antoine, j'étais à Perret-Vaucluse, j'étais dans ces gros hôpitaux parisiens comme ça, très institutionnalisés. Bon. Et puis, dans le même temps, l'une de mes amies m'appelle un jour parce que son père, qui était schizophrène, je dis qui était parce qu'il est malheureusement décédé depuis, était en pleine décompensation et elle voulait que je l'accompagne aux urgences psychiatriques, au CPOA, qui est, je crois, rattaché à Sainte-Anne, centre d'accueil et d'orientation psychiatrique. Et donc, je l'ai accompagnée. Je me suis souvenu de ça parce que finalement, c'est ma seule expérience de la psychiatrie, j'allais dire, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la barrière, en tant que moi-même proche, même si en fait je ne le connaissais pas, hein, cet homme, ou que très indirectement, mais c'est ma seule expérience en tant que, disons, ma seule expérience de vivre ce que ça fait que d'être un proche d'un usager de la psychiatrie dans un service de psychiatrie. Et je me souviens parfaitement avoir été très gêné par la façon dont on avait été accueillis, l'empressement, l'agacement, les soupirs, voilà, le sentiment évidemment d'urgence et que donc nos questions, nos demandes étaient en trop parce qu'on avait affaire, comme partout, à des équipes qui étaient évidemment surchargées, stressées, etc. Des remarques un peu désobligeantes, on nous envoyait un peu balader. Et puis, j'ai senti, à tort ou à raison, peut-être était-ce mon noyau paranoïaque, mais j'ai senti finalement une certaine suspicion. Comme si la famille, les proches étaient, des malades étaient a priori suspects, ou au moins embarrassants aux yeux d'une équipe de soins. Alors évidemment, ce souvenir m'a laissé une trace tenace et j'ai essayé de le conserver dans mon expérience de l'autre côté, c'est-à-dire dans mon expérience, moi, de membre d'une équipe de soins, de membre d'une institution psychiatrique. C'est-à-dire que je me suis efforcé de me souvenir que quand on est membre d'une institution psychiatrique ou d'une équipe en santé mentale, on a peut-être ce biais-là, on a peut-être cette tendance-là à considérer a priori, pour des raisons peut-être tout à fait irrationnelles, de considérer a priori la famille comme suspecte.
J'y reviendrai à la toute fin de mon intervention pour essayer de faire quelques hypothèses là-dessus. Ce n'est pas à proprement parler le sujet de ma communication. Mais enfin, ce souvenir m'est remonté, notamment parce que ce dont je vais vous parler dans un premier temps, c'est de la compréhension, des hypothèses théoriques qui ont été proposées pour essayer de comprendre l'influence des familles sur la maladie de leurs enfants, de leurs proches. Ma communication, je vais la partager en 3 temps, donc autour de cet axe de la paradoxalité. Premier temps, donc, je vais parler, comme je viens de le dire, de la paradoxalité chez les familles. Comment la question de la paradoxalité a pu être dégagée, repérée comme un facteur déterminant pathogène dans les maladies psychiques, évidemment, en particulier dans la schizophrénie. Le deuxième axe que je vous propose d'évoquer aujourd'hui, c'est la paradoxalité des théoriciens eux-mêmes, c'est-à-dire dans quelle mesure ceux qui théorisent cette influence pathogène sont eux-mêmes l'objet d'une position paradoxale. Chose qu'on va essayer de repérer. C'est une hypothèse, évidemment, mais je vais essayer de vous soumettre cette hypothèse et de voir où ça peut nous mener. Et puis, le troisième point sur lequel je terminerai, pour m'inscrire peut-être un peu plus dans le thème de ce congrès, les pratiques actuelles avec les familles, on va peut-être essayer de dire 2 mots sur qu'en est-il aujourd'hui dans la psychiatrie contemporaine, avec tout ce que ça implique, parce que la psychiatrie d'aujourd'hui n'est pas la psychiatrie d'il y a un demi-siècle, en France et ailleurs. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui a pu être raconté au cours du XXe siècle, disons, pour être un peu large, sur la paradoxalité dans les fonctionnements familiaux des malades? Je veux dire des choses dont vous avez certainement tous déjà entendu parler, il n'y a pas de scoop en prévision. En psychiatrie, on a observé, vous le savez, une évolution notable dans les conceptions des familles des malades et de la place accordée aux familles. À partir des années 30-40, on a commencé à... La schizophrénie, vous savez, 1911. Bon, avant, on parlait de démence précoce. La maladie n'est pas apparue en 1911, mais elle a pris cette forme conceptuelle-là dans l'esprit, dans les représentations soignantes, au début du XXe siècle. On a commencé à considérer l'impact de l'environnement à partir des années 30-40. L'impact de l'environnement et bien sûr, en particulier, l'impact des parents. Et puis, en fait, très vite, on s'est surtout intéressé à l'impact de la mère, à vrai dire. Les parents comme jouant un rôle déterminant dans le processus pathologique qui mène à une décompensation psychotique, schizophrénique en particulier, chez un adolescent, chez un jeune adulte. Aujourd'hui, on peut se permettre, c'est ce que je fais là aujourd'hui, d'avoir un regard critique là-dessus. Simplement, attention à l'anachronisme, replaçons-nous dans la situation de l'époque. C'est un progrès à l'époque, c'est un progrès immense en réalité, malgré les dérives, malgré les excès, malgré les caricatures, c'est un progrès immense. À l'époque, on n'a pas encore découvert les neuroleptiques. Les neuroleptiques, je vous le rappelle, c'est 1952. Donc là, on est avant même la découverte des premiers médicaments efficaces pour apaiser les symptômes de la schizophrénie. Donc c'est un progrès énorme parce qu'on vient de repérer un facteur sur lequel on va pouvoir agir. Si l'environnement est en cause dans la maladie, eh bien on va pouvoir agir sur l'environnement pour aider le malade. C'est pas rien, pour les soignants en particulier. On a ce sentiment d'avoir prise sur quelque chose enfin. Alors évidemment, ça a amené à des considérations théoriques parfois caricaturales, il faut dire aussi parfois caricaturées, et elles le sont toujours. Le premier grand nom peut-être qu'on peut citer, c'est celui de Frieda Fromm-Reichmann, qui est une psychanalyste allemande émigrée aux États-Unis dans les années 30, et qui a malheureusement laissé une trace assez, disons, parce que en fait son travail est moins caricatural qu'on a pu le dire. Elle a pu laisser une trace assez désagréable, disons, dans le souvenir de bon nombre de gens, puisqu'elle est la malheureuse auteure du concept de mère schizophrénogène. C'est-à-dire, il existerait un profil de personnalité d'une mère qui va favoriser le déclenchement d'une pathologie schizophrénique. Des mères décrites comme froides, dominatrices, rejetantes, etc.
Alors ces théories de Frieda Fromm-Reichmann sur la mère schizophrénogène vont ensuite être prolongées par de très nombreux auteurs. Je vais en citer quelques-uns. Des auteurs, notamment psychanalytiques, qui ont travaillé sur les causes de la psychose et de l'autisme. Léo Kanner d'abord, Léo Kanner qui est celui qui a décrit en 1943 l'autisme infantile, évoquera quelques années plus tard, en 1949, une mère réfrigérateur pour décrire les mères d'enfants autistes, c'est-à-dire que l'enfant deviendrait autiste du fait de la froideur affective excessive de sa mère. Paul Rosen, en 1953, parle de la mère perverse des schizophrènes. Harold Searles a écrit un article qui est resté célèbre, L'effort pour rendre l'autre fou. L'une des thèses principales de son article, c'est que un enfant, enfin un adolescent devient fou, devient schizophrène, parce qu'il est soumis au désir inconscient de l'un ou l'autre de ses proches, qu'il devienne fou. Là encore, ne caricaturons pas, je vous invite à aller lire cet article, il est beaucoup plus fin. Moi-même, je suis retourné le lire, j'en avais moi-même un souvenir assez caricatural, assez schématisé. Il est plus fin que ça, il est prudent. Mais enfin, quand même, sa thèse centrale, c'est celle-là. On devient fou parce que l'autre le souhaite, le désire inconsciemment. Bruno Bettelheim, vous connaissez son travail sur l'autisme, dénonce la mère rejetante des enfants autistes en 1967. Paul-Claude Racamier, sur lequel je reviendrai, qui est l'un de mes auteurs, je dois dire, de référence. Paul-Claude Racamier décrit les liens, il a beaucoup travaillé sur la paradoxalité, les liens entre la paradoxalité chez les parents et la psychose chez l'enfant, dans un ouvrage qui s'appelle Les schizophrènes, qui par ailleurs est un ouvrage vraiment extraordinaire quand on travaille avec la psychose. Il décrit comme ça les liens de causalité entre la paradoxalité chez les parents et la psychose, le déclenchement d'une psychose chez l'enfant. Du côté de la théorie lacanienne, la psychose est consécutive à l'incapacité de la mère à introduire l'enfant à l'ordre symbolique, ce que Lacan appelle l'ordre symbolique, via la référence à son propre désir, à la mère, son propre désir pour le père. Cette incapacité de la mère va se traduire chez l'enfant par la non-intégration, le rejet, ce que Lacan appelle la forclusion, d'un signifiant qui est essentiel pour s'inscrire dans l'ordre symbolique, qui est le nom du père. Au sein du courant lacanien, par la suite, on peut évoquer Françoise Dolto, qui estime que la psychose infantile des enfants est causée par la non-résolution par les parents de leur propre complexe d'Oedipe. Elle écrit ça en 1968. Pira Olanier considère qu'un sujet devient psychotique en réponse au non-désir d'enfant de sa mère, en 1975, dans La violence de l'interprétation. J'en redirai 2 mots tout à l'heure. Et puis, je vous passe très vite, simplement pour dire que c'est encore un discours qu'on entend. Encore récemment, Charles Melman, qui est également un psychanalyste lacanien, qui écrivait que l'autisme est la conséquence d'une mère qui n'a pas su traduire son désir d'enfant dans la prosodie du discours qu'elle lui adresse. Bien sûr, je suis évidemment coupable de, là encore, schématiser et simplifier toutes ces approches. Je ne fais pas le procès de tous ces auteurs, je dis simplement voilà, cette idée d'un rôle déterminant d'une responsabilité causale déterminante chez les parents, chez les familles, mais en particulier chez les parents, dans la psychose, c'est quelque chose qui existe encore et qui a traversé comme ça le XXe siècle et jusqu'à nos jours. Il n'y a pas que la psychanalyse dans la vie, vous le savez. Dès les années 50, Gregory Bateson et l'école de Palo Alto développent le modèle de la double contrainte, le double bind, dans l'article célébrissime de 1956. Le schizophrène y est décrit comme étant victime des messages paradoxaux, des injonctions paradoxales qui lui sont adressées au sein du système familial. L'enfant est soumis à un nouage de 3 injonctions. Une injonction primaire qui est exprimée à un niveau explicite, une injonction secondaire non verbale qui contredit l'injonction explicite, et ce double lien paradoxal est assorti d'une injonction tertiaire qui interdit de repérer le paradoxe, donc de s'en dégager. Dans cette approche systémique de la famille, l'accent n'est pas mis sur la personnalité d'une hypothétique mère schizophrénogène, à l'instar de ce que fait la psychanalyse, mais l'accent est mis sur la communication entre les membres du système familial. Donc la cause n'est plus située dans un seul individu, mais dans le groupe et dans les liens interpersonnels au sein du groupe familial.
Mais ce qui a amené certains auteurs à reprocher au modèle systémique de n'avoir fait que déplacer le problème. Toutes les théories qui ont tenté de situer la cause première de la psychose dans la personnalité des parents ou dans un type de relation parent-enfant, c'est-à-dire à la louche toutes les théories que je viens d'évoquer très brièvement, toutes ces théories ont été très largement fragilisées par la suite. Quand dans les années 70 et surtout 80, on a commencé à réaliser de grosses études épidémiologiques grâce à l'outil informatique et l'essor que ça a permis pour l'utilisation des statistiques, quand on a commencé à faire ces grosses études épidémiologiques, eh bien, on s'est rendu compte que la causalité de la psychose, des psychoses, des schizophrénies était beaucoup plus complexe que ce qu'on avait pu envisager jusqu'à présent, beaucoup plus multifactorielle. Alors, les intuitions cliniques des auteurs que j'ai cités tout à l'heure, psychanalytiques en particulier, systémiciens dans une certaine mesure également, ces intuitions cliniques, dégagées à partir d'études de cas singulières, perdaient de leur valeur heuristique. Lorsqu'on cherchait à les mettre à l'épreuve d'une étude statistique, à les mettre à l'épreuve de ce qu'on observe dans une population de patients. Par exemple, on n'a jamais pu retrouver de profil type d'une mère de schizophrène. Il n'y a pas de personnalité statistiquement significative d'une mère de schizophrène ou d'une mère d'enfant autiste. On n'a pas non plus retrouvé de mode de communication absolument typique des familles dont l'un des membres est schizophrène. Certaines études, par exemple, ont pu mettre en évidence que les spécialistes de la systémie étaient en fait bien en peine, à l'aveugle, de repérer des courriers écrits par des parents dont l'un des enfants était schizophrène à cet enfant, de lettres écrites par des parents d'enfants qui n'étaient pas schizophrènes. Et que donc, il fallait non pas balayer tout ce qui avait été dit jusque-là, mais au moins le nuancer et le recontextualiser dans une organisation multifactorielle. Au fond, ces facteurs qui avaient pu être mis en évidence via des études de cas gardaient leur intérêt, mais étaient quelque part relégués au rang d'un facteur parmi d'autres, dans un contexte où on prenait en compte des facteurs génétiques, évidemment, des facteurs toxiques et les facteurs socio-environnementaux au sens très large. Ces théories dont je viens de parler dans ce premier point, ces théories, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, sont souvent beaucoup plus ambiguës qu'il n'y paraît, beaucoup plus paradoxales que ce qu'on peut bien finalement en retenir, ou ce qu'en tout cas on en a retenu. Donc on va essayer de voir maintenant, de dire deux mots de ce qu'il en est de la paradoxalité, non pas des familles, mais des théoriciens qui essayent de comprendre le rôle des familles et qui essaient de comprendre la psychose d'une façon générale. Si on en revient à Frida Fromm-Reichmann, que j'évoquais tout à l'heure, et notamment son célèbre article de 1948 sur la mère schizophrénogène, en réalité, c'est beaucoup plus ambigu que ça, son affaire. Au fond, c'est vrai pour Fromm-Reichmann, c'est vrai pour un certain nombre de ses successeurs ou de ses disciples, les traits de personnalité qu'on attribue à la mère schizophrénogène sont en fait très paradoxaux puisqu'on reproche tout et son contraire à cette mère. Elle est trop aimante et trop peu aimante. Elle est trop proche et trop loin, trop présente, trop absente, trop attentive et pas assez, trop protectrice et pas assez protectrice, trop émotive et trop froide, trop expressive ou trop indifférente. Et on pourrait dérouler comme ça à l'infini. Bruno Bettelheim, que j'ai également cité tout à l'heure, dans La forteresse vide, évidemment, son ouvrage majeur publié en 1967, soutient deux hypothèses tout à fait contradictoires au sujet de l'étiologie de l'autisme et du rôle de la mère dans l'étiologie de l'autisme. D'une part, il estime que, et c'est ce qu'on a retenu, il estime que le désir de mort, plus ou moins inconscient, des parents
à l'encontre de l'enfant est la cause de l'autisme. Mais en même temps, il considère que l'autisme est une réaction singulière de l'enfant à la haine inconsciente maternelle. Mais que cette haine de la mère est universelle. Toute mère est ambivalente. Toute mère aime et haït à la fois son enfant. Enfin, quand on est parent, en fait, ça semble assez aller de soi, finalement, cette idée-là. Donc, ce qui est étiologique, en fait, la haine maternelle ne serait plus étiologique. C'est simplement que l'enfant, dans sa singularité, pour des raisons qui nous échappent, réagit à cette haine inconsciente, mais la haine inconsciente n'est pas caractéristique de cette situation, elle est universelle. Donc, deux hypothèses qui se contredisent, sans que cette contradiction n'ait été mise en évidence par l'auteur. On retrouve cette paradoxalité théorique, si je puis me permettre cette expression un peu barbare, c'est-à-dire cette paradoxalité des auteurs théoriciens eux-mêmes, dans les travaux d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gisela Pankow, sur lequel je vais m'arrêter un petit peu, parce que ça me semble intéressant aujourd'hui dans ce cadre-là. Pankow développe une conception des processus de symbolisation et de structuration de l'identité, au fond, comment on est NAIT, comment on est sujet et comment on symbolise, c'est-à-dire comment on donne du sens, c'est ce qui nous fait humains, comment on donne du sens à l'environnement, au vécu, aux sensations externes et internes, etc. etc. C'est le sujet principal qui intéresse les psychanalystes d'une façon générale. Sauf que son approche à elle, de ces questions-là, mêle des références psychiatriques, elle est psychiatre, elle est également mathématicienne, géographe, elle a une formation vraiment large, des références psychiatriques, des références psychanalytiques, des références phénoménologiques, et des références gestaltistes. Elle est allemande et elle est pétrie de ces références-là, phénoménologiques et gestaltistes. Voilà quelle est son idée. À partir de l'expérience primaire du corps et des limites corporelles, le bébé fait l'expérience d'emblée de son corps et des limites de son corps. À partir de cette expérience primaire, les processus de symbolisation vont s'étayer sur un certain nombre ce qu'elle appelle des oppositions dynamiques, qui sont expérimentées d'abord et avant tout dans le corps. Par exemple, la différence entre la partie et le tout, entre la partie de mon corps et l'ensemble de mon corps. Si je me coupe le doigt, la partie est détachée du tout, mais je continue à la considérer comme une partie de moi. Donc la dialectique entre la partie et le tout est incluse dans le vécu, l'expérience du corps. L'opposition également entre le dedans et le dehors, bien évidemment, entre le contenant et le contenu, par exemple l'estomac et le lait, rapport contenant-contenu, l'opposition entre la forme et le fond. Toutes ces oppositions dynamiques sont autant de lois immanentes du corps, c'est comme ça qu'elle le dit. C'est-à-dire qu'elles sont intrinsèques à l'expérience première du corps. Alors la psychose là-dedans, eh bien la psychose témoigne pour Pankow de la destruction des processus de symbolisation, qui relève d'une dissociation de l'image du corps. La partie est prise pour le tout. Par exemple, un malade qui entend des voix, c'est un malade qui prend ses pensées, c'est-à-dire des parties de lui, pour des totalités, des entités étrangères qui le pénètrent, l'influencent, le persécutent. Il y a une confusion entre la partie et le tout. Dissociation de l'image du corps, au sens de Pankow. Autre exemple, le paranoïaque. Le paranoïaque ne reconnaît pas sa haine comme relevant de lui, de sa propre activité psychique, puisqu'il la projette, il la situe dans l'autre. Vous connaissez peut-être ce que Freud a repéré comme ce qu'il appelle un renversement grammatical dans la paranoïa. Ce n'est pas moi qui le hais, c'est lui qui me hait. Eh bien, vous voyez comment le délire paranoïaque relève d'une confusion entre le dedans et le dehors. Ce qui devrait relever du dedans, ma propre activité psychique, est prise pour un élément qui me fait retour depuis le dehors. Voilà deux exemples un peu simplistes pour illustrer ce que veut dire Pankow quand elle dit que la psychose a à voir avec une dissociation dans ce vécu primaire de l'expérience du corps, tout parti, dedans, dehors, etc. Gisela Pankow a été l'assistante d'un célèbre psychiatre allemand à la fin des années 40, Ernst Kretschmer. J'en parle parce que de l'enseignement de Kretschmer, elle dit avoir gardé, entre autres choses, une forte opposition quant à l'étiologie psychogène de la psychose, quant à l'idée que la psychose serait
causée par l'environnement. Elle est prudente, elle est même opposée, dit-elle, elle le revendique. Elle est opposée à l'hypothèse d'une psychogénèse de la psychose. Voilà ce qu'elle écrit. Étudier des malades mentaux et les rencontrer dans leur monde ne signifie en aucune façon présenter une psychogénèse des maladies mentales, ce que j'ai voulu éviter de faire. La psychose, ajoute-t-elle, a un niveau qui s'ouvre au dialogue et par conséquent à une thérapie, à un traitement par la parole. Autrement dit, on peut soigner, on peut s'efforcer de soigner la psychose par des moyens relationnels sans que ça n'implique l'hypothèse d'une psychogénèse de la psychose. Ça, c'est très important pour nous tous soignants. Enfin, vous n'êtes peut-être pas tous soignants en psychiatrie, je ne sais pas où vous intervenez, mais enfin, quand on est soignant en psychiatrie, ça fait du bien de se dire ça, finalement. Quand bien même la psychose n'aurait rien à voir avec l'environnement peut agir sur la psychose. C'est quand même un soulagement immense. Elle aime à dire qu'elle recherche le comment et pas le pourquoi. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Elle cherche le comment et pas le pourquoi. Ça veut dire que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de trouver la cause de la souffrance du patient, mais de repérer comment le processus psychopathologique a pu s'emparer de tel ou tel élément de l'histoire, individuelle ou familiale, du patient, pour se déployer et pour donner forme à la psychose. Pour illustrer ça, je repensais en préparant cette communication à une patiente que j'avais rencontrée dans le service de psychiatrie dans lequel je travaillais, qui était une jeune femme de 25 ans qui présentait une symptomatologie schizophrénique absolument gravissime et résistante à tout traitement. Cette patiente était hospitalisée sans interruption depuis la fin de son adolescence, moment de sa décompensation. Elle avait 19 ans quand elle a été retrouvée dans son appartement, gravement incurique, stockant chez elle des montagnes de matériel de puériculture, et notamment plusieurs poussettes avec lesquelles le voisinage la voyait se balader dans la rue pour promener des enfants qu'elle n'avait pas, des enfants qui n'existaient que dans son délire. Malgré les années d'hospitalisation et de traitement antipsychotique, évidemment, elle demeure très délirante et désorganisée, ce qui est quand même assez rare. Enfin, c'est rare aujourd'hui les patients qui résistent comme ça à la palette de traitements antipsychotiques que les psychiatres ont à leur disposition. Elle soliloque toute la journée dans les couloirs du pavillon, comme ça elle erre. Lorsqu'on lui adresse la parole, elle congédie son interlocuteur hallucinatoire. Elle lui dit « Tais-toi, tais-toi, je parle avec le psychologue ». Elle parle avec moi, et puis elle reprend comme ça ses déambulations, sa conversation délirante. Elle pense comme ça communiquer avec ses proches par le biais d'un haut-parleur qu'on a introduit, qu'on a greffé dans sa tête. Dans son délire, elle est milliardaire, héritière d'un roi du pétrole. Sa fortune l'attend sur un compte en banque dont elle peut disposer à tout moment, ce qui ne l'empêche pas de réclamer avec force, c'est légitime, son allocation adulte handicapé, illustrant ici, au passage, la force du clivage du moi, de ce que les psychanalystes appellent le clivage du moi dans la psychose, c'est-à-dire la coexistence de deux courants de pensée, l'un qui prend acte de la réalité, l'autre qui dénie la réalité et la remplace par une réalité délirante. Ça, c'est très classique, c'est très fréquent chez les patients délirants, au moment où ils délirent. La coexistence comme ça d'une croyance délirante absolue et en même temps d'une prise en compte de la réalité. Cette petite vignette clinique l'illustre. De son histoire, on sait que son père était ingénieur dans un grand groupe pétrolier. Il voyageait beaucoup au Maghreb pour son travail. Il s'est suicidé lorsqu'elle avait 15 ans. Sa famille a préféré, pour la protéger, lui cacher la mort de son père en lui disant qu'il avait tout quitté pour aller s'installer définitivement en Afrique, là où donc il travaillait pour son emploi dans une grande compagnie pétrolière. Donc évidemment, le parallèle est évident entre le drame personnel de son histoire familiale et sa construction délirante. Le roi du pétrole, elle est elle-même reine du pétrole. Pourquoi cet exemple? Parce que je trouve qu'il permet, dans la mesure où il est caricatural, si j'ose dire, il permet de poser de façon assez explicite la question de la causalité. Est-ce que le suicide du père est en cause dans la psychose? Est-ce qu'il est un facteur étiologique, ou du moins un élément déclenchant? Est-ce que le non-dit autour du suicide et de la mort est la cause de la psychose?
On pense aux nombreux travaux psychanalytiques sur les secrets de famille, les fantômes dans le placard, les cryptes. Alors, je vous renvoie évidemment aux travaux de Nicolas Abraham et Maria Torok. Les systémiciens aussi connaissent bien ce problème. Je n'en parlerai pas parce que moi, pas. Le suicide caché du père n'est-il finalement qu'un élément tabou de l'histoire familiale dont s'est emparée la psychose de cette jeune femme pour élaborer le contenu délirant? Ça ne serait pas la cause, mais ça serait ce qui aurait déterminé la forme de la maladie, la forme du délire. Voilà comment on peut un peu situer la question de est-ce que c'est le pourquoi ou est-ce que c'est le comment? Est-ce que la mort, le suicide caché de ce père est la cause, c'est le pourquoi de la psychose, ou est-ce que ce n'est que le comment la psychose s'est élaborée, mais la psychose serait survenue quoi qu'il arrive? Bon. Évidemment, entre ces deux extrêmes, on peut tout imaginer. Deux grands modèles... Je dois finir à quelle heure? Pardon. La théorie, c'est qu'on serait pas très loin, mais... Bon. Votre propos est passionnant. Je vais accélérer. Oui, mais je vais laisser la parole à mes collègues. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Deux grands modèles psychopathologiques au XXe siècle qui se sont efforcés d'articuler justement organogénèse et psychogénèse. Le fameux débat éternel, vieux comme le monde, entre l'inné et l'acquis, l'hérédité et le vécu dans la compréhension des maladies mentales. Le premier grand modèle, c'est celui d'Eugène Bleuler, grand fondateur de la schizophrénie en 1911, qui fait l'hypothèse d'un processus psychopathologique central dans la schizophrénie, la Spaltung, la dissociation, ce qu'on a traduit par dissociation. Mais il distingue deux temps dans la Spaltung, ça on l'a parfois oublié. Une dissociation primaire qu'il appelle la Zerspaltung, qui est la véritable dissociation, c'est la dislocation des fonctions psychiques, le relâchement primaire de la texture associative. Mais très vite survient une seconde Spaltung, qui elle est un clivage, une réorganisation après cette grande désorganisation, une réorganisation, mais une réorganisation qui ne se fait pas en une entité unique, mais par regroupement, clivés les uns des autres. Des complexes idéatifs qui vont déterminer la forme que va prendre la maladie. Autrement dit, le premier temps, la Zerspaltung est d'origine neurologique, il y tient très fort, c'est d'origine organique. Le second temps, la réorganisation, lui, laisse s'exprimer les complexes inconscients du malade, et Bleuler est tout à fait ouvert à la psychanalyse naissante à l'époque, puisqu'il travaille avec Carl Gustav Jung notamment, ou avec Karl Abraham dans la clinique de Zurich qu'il dirige. Donc dans cette conception, l'environnement joue un rôle déterminant, non pas dans le déclenchement de la maladie, dans le pourquoi, mais dans le comment, dans comment le délire va se constituer. Très rapidement, un autre auteur qui a marqué la psychopathologie, au moins française, au XXe siècle, c'est Henriet, qui propose ce qu'il a appelé un modèle organodynamique. Je passe très vite, mais en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une désorganisation d'origine neurologique, puis une réorganisation qui, elle, est psychodynamique, et qu'on peut comprendre via la compréhension du fonctionnement psychique inconscient, des complexes inconscients, de la vie pulsionnelle, etc. etc. Pankow s'inscrit donc dans cette lignée. Je reviens à Pankow, lorsqu'elle dit s'intéresser au comment plutôt qu'au pourquoi. Et pourtant, dans le même temps, et c'est dans le même temps que je situe l'aspect paradoxal de sa théorisation, elle propose d'articuler structure psychopathologique et structure familiale. Voilà ce qu'elle écrit. Des zones de destruction dans l'image du corps des psychotiques et de certains malades psychosomatiques correspondent aux zones de destruction dans la structure familiale de tels malades. Alors vous voyez, la formulation est ambiguë. Elle ne dit pas la structure familiale, c'est la cause de la structure psychotique, mais elle dit, bon, ça correspond. On n'est pas loin d'y voir un lien de causalité assez simplement, voilà. Elle est parfois encore plus explicite au sujet de la psychogénèse de la psychose, que par ailleurs elle réfute, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Ainsi, elle écrit que, je cite, « Le drame dans la famille d'un schizophrène consiste en ce que les parents, et surtout la mère, ont besoin du corps de leur enfant pour se sécuriser dans leur peau. Pour elle, les parents d'un schizophrène ne parviennent pas à se représenter leur enfant comme un fruit, c'est-à-dire comme un troisième être né de la rencontre entre deux êtres, mais seulement comme un prolongement d'eux, une partie d'eux qui les sécurise et qui leur permet de survivre psychiquement. » Alors passons là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie, cette ambiguïté, cette posture théorique paradoxale qu'on retrouve chez comme ça quelques auteurs que j'ai cités? Revenons à Racamier, que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Nous disions qu'il considère la paradoxalité comme un moyen relationnel qui rend l'autre fou.
dans le prolongement des travaux de l'école de Palo Alto, d'ailleurs il se revendique de cette lignée-là, et à l'instar de Pankow d'ailleurs, qui cite Batson et qui a rencontré Batson, Gisela Pankow. Mais Racamier définit aussi la paradoxalité du point de vue non plus du système familial, mais du fonctionnement psychique du malade, indépendamment de la relation à sa famille. Cette paradoxalité du malade est définie comme à la fois un fonctionnement mental, un régime psychique et une modalité de relation d'objet chez le psychotique. Elle consiste, pour aller très vite, à faire régner la confusion au sein du jeu des processus primaires et des processus secondaires. Je passe très vite là-dessus parce que ce sont des concepts psychanalytiques que je ne vais pas développer. Mais en fait, en gros, c'est l'idée que la pensée de rêve et la pensée rationnelle, la pensée créative et la pensée scientifique, tout ça se mélange de façon inextricable. Et c'est ça, en gros, qu'il appelle la paradoxalité. Pour lui, c'est un indice diagnostique de la schizophrénie, même si on le retrouve ailleurs. Le paradoxe central du schizophrène, c'est le paradoxe suprême. Il tient à l'existence même du sujet. Le schizophrène, dit Racamier, ne peut exister qu'en n'existant pas. Racamier s'intéresse à la façon dont se manifeste cette paradoxalité du malade dans la relation clinique, c'est-à-dire avec nous, avec les soignants. Il se réfère aux travaux notamment de Didier Anzieux, qui définit un transfert paradoxal, notion vraiment très intéressante chez Anzieux, transfert paradoxal chez les patients schizophrènes. La paradoxalité propre au fonctionnement psychique des schizophrènes va se traduire dans la relation soignante par un transfert paradoxal qui est fait d'injonctions paradoxales que le malade inconsciemment adresse aux soignants, aux thérapeutes, aux psychanalystes, etc. Et de disqualification du thérapeute. Ce qui va se traduire chez le soignant, par un sentiment d'inanité, d'insanisation, dira Racamier. On a l'impression que finalement notre place, notre fonction, notre travail ne sert à rien, n'a pas de sens. Et le soignant, lui, va y répondre par un contre-transfert spécifique qu'Anzieux qualifie de contre-transfert paradoxal, qui mêle agressivité, passivité, sentiment de nullité. Eh bien, notre hypothèse aujourd'hui, c'est que peut-être l'une des conséquences de ce contre-transfert paradoxal, réaction au transfert paradoxal de certains malades schizophrènes, eh bien, ce serait d'amener les cliniciens à produire des hypothèses théoriques elles-mêmes empreintes de paradoxalité, telles que celles qu'on a pu rencontrer chez les quelques auteurs cités, Fromm, Reichmann, Bettelheim, Pankow. Position paradoxale qui amène à soutenir explicitement que la famille n'est pas responsable de la maladie, tout en théorisant le contraire de façon plus ou moins implicite. C'est aussi cette réaction paradoxale à un fonctionnement paradoxal qui pourrait être à l'origine des aspects paradoxaux observés dans la structure familiale, observés dans la communication familiale autour des malades schizophrènes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Peut-être que le double bind, je ne suis pas le premier à faire cette hypothèse, je n'invente rien, mais ce serait l'idée que le double bind ne serait pas la cause de la psychose dans un lien de causalité linéaire, mais ne serait simplement un facteur inscrit dans une causalité circulaire, une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que la paradoxalité du proche malade et la paradoxalité du système familial se potentialisent mutuellement, chacune provoquant ou renforçant l'autre, sans qu'il soit possible au fond de situer la poule et l'œuf, lequel a commencé. L'un des effets de cette paradoxalité théorique consiste peut-être, me semble-t-il, pour les cliniciens, à entretenir une ambiguïté dans la façon dont ils parlent des parents de leurs patients. Et notamment, on observe souvent, dans le discours théorique des cliniciens, une indifférenciation entre ce que distingue la psychanalyse entre objet interne et objet externe. L'objet externe, c'est l'autre tel qu'il existe vraiment, c'est le père tel qu'il existe vraiment en tant que personne. L'objet interne, c'est la représentation psychique, la représentation interne, l'imago, comme disent les psychanalystes, qui existe dans la psyché du patient. Je pense qu'il y a là, je ne développe pas parce que je sens que je suis à la bourre, il y a là peut-être l'un des effets de cette paradoxalité. Conclusion, m'annonce-t-on, je vais conclure. Conclusion, troisième et dernier point, quid de cette paradoxalité dans la psychiatrie contemporaine ? Psychiatrie contemporaine est marquée par l'avènement depuis 3 ou 4 décennies de ce grand mouvement de réhabilitation psychosociale qui consiste à accompagner, réinsérer les malades et surtout prendre en charge le handicap et non plus seulement la psychose. Comment conclure rapidement là-dessus ? Mon idée, en gros, pour faire très rapide, c'est que certains auteurs, je pense notamment à Pierre Aulagnier, dans La violence de l'interprétation en 1975, elle considère la violence que le discours des malades nous fait à nous. Parce que dans leur discours qui traduit leur vécu
psychotique, il y a finalement les grands repères sont balayés, les grands repères, la différence moi, non moi, moi objet, dedans, dehors, la différence entre le tout et la partie, comme je disais tout à l'heure avec Pankow, tout ça est balayé. Donc ce discours nous fait violence parce qu'il vient fragiliser nos propres repères identitaires subjectifs. Et que par conséquent, nous soignants, nous passons notre temps à mettre en place des choses qui sont défensives face à cette violence que le discours psychotique fait à nos repères subjectifs identitaires. La réhabilitation psychosociale, que par ailleurs, vraiment c'est une approche extrêmement intéressante qui a permis d'humaniser très largement, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire de réhabilitation psychosociale. Le point simplement que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que peut-être l'un des écueils de cette démarche parfois, c'est en s'intéressant trop au handicap, de balayer complètement l'aspect psychotique et tout ce que ça draine d'aspects qui nous mettent mal à l'aise dans la rencontre avec les patients. Eh bien, peut-être que, au fond, la réhabilitation psychosociale ou la psychiatrie contemporaine s'efforce, dans le rapport aux malades et dans le rapport aux familles, de scotomiser complètement justement tout ce qui relève de cette paradoxalité dont on parle depuis tout à l'heure. Alors qu'à l'inverse, on peut se dire que finalement, tout cet aspect non monolithique, tout cet aspect paradoxal dans notre ressenti subjectif de soignants, de professionnels de la relation, de la psychiatrie, toute cette paradoxalité, disons pour aller vite, elle est désagréable, mais elle est peut-être nécessaire, il est peut-être nécessaire d'en prendre conscience, de la travailler, de la repérer et d'en faire quelque chose, parce que si on la comprend dans ce jeu de transfert paradoxal contre transfert paradoxal, elle est un levier pour rencontrer le malade, pour comprendre son fonctionnement et pour peut-être en dernier ressort l'aider à se dégager lui-même de cette paradoxalité dont évidemment il est le premier à souffrir, quoi. Et idem dans la prise en charge des familles, bien évidemment, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un jeu de rétroaction entre la paradoxalité de la famille et la paradoxalité du proche malade. Le troisième pôle, c'est la paradoxalité chez les soignants. Peut-être que cette paradoxalité que nous ressentons, nous, face à eux, pourrait être le point de départ pour travailler sur cette paradoxalité auprès des familles et auprès des patients. Donc, pour conclure, peut-être l'injonction paradoxale suprême, ce serait « soyez paradoxaux ». Bon. Merci.